Eh bien, bonjour, bienvenue du coup dans cette, première édition de la formation, INSIT, et Solucratie, sur, la participation citoyenne, la récolte de la parole des habitants. L'idée en fait, on s'est rapproché de Solucratie avec INSIT parce que, on enfin voilà, moi j'ai un petit peu, connu, la méthodologie de participation, citoyenne, de Solucratie, notamment avec Hélène Jung qui m'avait, voilà, un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Et je trouvais que c'était assez intéressant pour nos villages, INSIT, nos villages donc qui accueillent des volontaires en service civique rural, donc en volontariat rural, pour, du coup collecter la parole des habitants parce que c'est souvent des missions qu'on nous demande. Et donc dans le cadre de la conception d'un café associatif ou simplement de la réflexion sur les activités qu'on peut mener dans une commune, c'est des voilà, des techniques qui peuvent être intéressantes à maîtriser. Et donc, je me disais que ça pouvait être intéressant, de proposer cette formation en visio qui puisse être accessible, au plus grand nombre et du coup, également aux créateurs d'engagement InSite, qui accompagnent en fait sur le terrain nos villages et donc Yannick et puis Frédéric et également Hélène et d'autres personnes de Solucratie ont travaillé sur cette formation, pour vous. Donc il y a une première là, session de 2 heures qui sera plutôt sur les grands principes de la méthodologie. Ils vont vous expliquer ça un petit peu plus en détail que moi et ensuite on a une deuxième visio qui sera plutôt sur la mise en application des outils et donc ça sera le 9 mai à 14 heures. Donc voilà, j'en dis pas plus et je laisse Yannick, Frédéric et puis leurs leur, leur collègues aussi, si besoin, démarrer la formation. Merci Céline. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Yannick Léniel et je fais partie de Solucratie. Et en soutien technique, on a Frédéric Assal de Solucratie et de Pôle emploi et Hélène Long également. Donc, moi, je suis à Saint-Claude, Hélène est en Normandie, pour plus dire le nom du village exactement, et Frédéric est à côté de Montpellier dans l'Hérault. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. À savoir que normalement, on aime bien faire des formations participatives, mais là, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses qu'on a à vous partager. En fait, derrière ce qu'on a produit là, il y a quelques centaines d'heures de réflexion, d'expérimentation, de recherche, enfin de tout un tas de choses. Et on a condensé tout ça en 2 heures, donc il va y avoir beaucoup de contenu. Donc on ne peut pas faire une formation aussi participative qu'on aimerait, mais on n'arrive pas à s'en empêcher complètement. Du coup, ce que je vous propose, ça va être de faire au moins un petit temps déjà de brise-glace. Donc, on va vous mettre par deux dans des salles. Et l'idée, ça va être de vous interviewer mutuellement. C'est de poser les questions qu'on utilise généralement pendant le porte-à-porte. Donc, vous allez vous retrouver par deux. Et l'idée, c'est vraiment de juste poser ces 4 questions à la personne qui sera avec vous. Vous aurez 10 minutes ensemble, donc 5 minutes chacun pour répondre et de juste poser ces questions-là et de prendre une posture de curiosité, vraiment d'écouter ce que la personne répond, ce qu'elle amène, etc. Et de prendre le temps, voilà. Donc, je vais lancer les salles. Vous serez en salle par deux. Hop. Alors, pardon, il faut que j'arrête le partage, mais on va vous mettre les questions dans le chat. Et pendant ce temps, je prépare les salles. Alors, du coup, voilà, ce que je vous propose, maintenant que vous avez vécu en fait, finalement, vous avez vécu un tout petit bout d'une partie d'un porte-à-porte. Et je voudrais juste savoir comment vous vous sentez après avoir répondu à ces questions. Qu'est-ce que ça vous a fait? Si vous pouvez mettre un petit message dans le chat. Alors, Elodie nous dit qu'elle n'avait pas les questions, justement. Donc, je me questionne sur... voilà. Peut-être si vous n'aviez pas trouvé les questions dans le chat. Mais si vous les aviez et que vous avez pu vous les poser, je vous propose de mettre voilà, comment vous avez vécu ça. Mettre un petit message dans le chat. Merci Romain, ça me rassure. Est-ce que je peux me permettre de demander si quelqu'un a besoin d'une petite tuto, enfin d'un petit tuto pour, savoir comment utiliser le chat? On ne sait jamais.
D'accord, je prends ça pour tout le monde connaît très bien Zoom. Merci. Voilà, et au pire, vous aurez de toute façon juste besoin d'utiliser le chat et, dans la suite des événements. Et donc, merci. Donc, c'était agréable mes cours, c'était sympathique, super sympa d'échanger autour de ces questions. Le fait qu'il y ait des questions permet de démarrer la discussion, intéressant pour apprendre à se connaître, intéressant d'apprendre, d'échanger avec autrui sur des thématiques communes. Voilà, et imaginez maintenant que vous faites un porte-à-porte sur un territoire et que vous allez poser ces questions-là à une cinquantaine de personnes et que vous partez avec toute une équipe. Imaginez un peu la vision du territoire que vous avez en revenant, avec à la fois tout ce qui plaît à tout le monde, avec toutes les activités qu'ils aiment faire et ce qu'ils aimeraient avoir de plus, les rêves qu'ils ont pour leur commune, etc. Donc c'est assez, comment dire, c'est très très riche, ça donne une vision du territoire qui est très très riche. Et bien maintenant que ce petit temps est passé, je vous propose de plonger dans le dur. Nous allons maintenant, en tout cas, je vais parler pendant très longtemps, donc je m'excuse, et je vais essayer de parler lentement, malgré le fait qu'on ait beaucoup de choses à partager, et d'être intelligible. Alors, donc on est ensemble pendant, jusqu'à midi, donc comme je disais, ça va être dense, parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Cette session-là, elle est plus orientée théorie, et la deuxième sera plus orientée pratique et outils. L'idée aussi, c'est que peut-être qu'avec ce qu'on va dire, il y a des choses qui vont, soit qui vont vous heurter, qui vont vous étonner, qui vont vous dire mais c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme conneries, etc. Et dans ces cas-là, je vous invite à écouter ça et à le transformer en questions et à mettre ces questions dans le chat, comme ça on les aura pour la fin. Et ça nous permettra en fait d'y répondre. Donc voilà, ces questions sont importantes et sont précieuses, donc je vous invite vraiment à les noter au fur et à mesure, et on va les récolter tous ensemble. Et si jamais, n'hésitez pas aussi à prendre des notes par rapport à votre propre situation, la situation dans laquelle vous êtes, la collectivité sur laquelle vous êtes, etc. Et ça permettra de nourrir la deuxième session pour qu'on puisse travailler ensemble sur des projets plus concrets. Et donc, c'est parti. Alors, on commence par un petit peu de contexte. Avant de se plonger vraiment sur un territoire, c'est important de comprendre aussi les grandes tendances au niveau de la France, au niveau du contexte un peu plus global, et d'arriver peut-être à faire preuve d'empathie les uns envers les autres. Et ce qu'on voulait déjà commencer par proposer, c'était une vision de ce qui crée potentiellement des barrières entre les élus locaux et les citoyens. Et donc, on a identifié ces différentes choses. Donc, par exemple, pour les élus locaux, ils ont des ressources limitées, que ce soit en termes de temps, d'argent, de champ d'action, avec tout ce qui est légal, toutes les contraintes administratives, et en termes de ressources humaines. On vit dans une situation qui est incertaine et complexe, avec les réformes des lois, de l'organisation territoriale, avec tous les divers enjeux de société, et tous les besoins d'expertise diverses. Quand on gère une collectivité, c'est quand même un système très complexe avec beaucoup de choses à faire dans plein de domaines. Il y a un climat national et parfois local qui est délétère et en questionnement, donc ça on le voit un petit peu avec tout ce qui est, les différentes manifestations, les différentes choses qui se passent et les inquiétudes qu'on peut avoir à travers, même par rapport au climat, etc., et aux situations qui changent, et l'administration qui est complexe. Quand on a beaucoup de procédures, un millefeuille administratif à gérer, c'est parfois difficile de s'y retrouver et parfois difficile de l'expliquer. Et pour les citoyens, il y a un rejet des politiques hors sol, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu tendance en tout cas moi en tant que citoyen, je ne comprends pas toujours les raisons pour lesquelles certaines politiques sont mises en place, pour lesquelles certaines lois sont mises en place. Il y a des fois aussi où je me sens limité dans mes actions à cause de la complexité des modes de fonctionnement, où en fonction de qui on va voir, ils vont nous dire non, c'est pas nous qu'il faut aller voir, il faut aller voir telle personne, ou alors il faut tel formulaire, tel truc, etc. Donc c'est toujours un petit peu difficile de s'y retrouver quand c'est pas suffisamment clair et quand la communication n'est pas assez établie. Et il y a une notion de manque de temps également, c'est-à-dire qu'on a tous des vies contraintes, on a tous besoin de travailler de plus en plus pour potentiellement peut-être gagner de moins en moins,
On a voilà, peut-être des enfants, on a peut-être différentes choses à gérer, une famille à gérer. Et ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps forcément pour s'investir dans la vie de la commune et vraiment prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, toutes ces choses-là, ça donne lieu à des comportements qui sont en fait, voilà, pas imposés par le système, mais presque, où les élus ont l'impression de devoir défendre leur image constamment pour conserver leur légitimité. Ils reçoivent aussi beaucoup de critiques et peu de compliments, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas contents parce qu'il y a des crottes de chiens partout vont plus facilement aller les voir que ceux qui sont contents parce qu'il se passe quelque chose de bien sur la commune. Et ils sont aussi les représentants des institutions en première ligne, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont à disposition, la mairie est juste à côté, et des fois, on fait un paquet en disant, voilà, toute l'administration, tout le gouvernement, c'est tout dans le même tas, et donc je vais aller me plaindre auprès des élus. Et pour les citoyens, ils ont peu de visibilité sur le rôle d'élu. On clarifie assez rarement vraiment les attentes qu'on devrait avoir par rapport aux élus. On a l'impression de subir les décisions. Et on a aussi une posture de consommateur. Donc, j'ai voté et payé mes impôts, j'ai droit à ces services. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, moi, j'ai fait mon taf de citoyen, c'est à vous maintenant. C'est important de mettre ces choses-là en lumière. Donc, ça donne une idée un petit peu en termes de psychologie des différentes parties de ce qui peut se passer. On a également, comme je parlais tout à l'heure, de millefeuilles administratifs. Ce n'est pas toujours simple de comprendre quelles compétences sont réparties à quel niveau de l'administration. Donc voilà, pour ça, on a un petit schéma. Typiquement, au niveau de la commune, on a… Alors, ça dépend aussi, suivant les communautés de communes, ça peut changer. La répartition des compétences peut être un petit peu différente. Mais en gros, ça donne un truc à peu près comme ça, quoi. Donc, on voit par exemple que voilà, le collège est géré au niveau du département, mais l'école, elle est gérée au niveau de la commune. Donc, c'est des choses comme ça où si on ne le sait pas, c'est un petit peu plus difficile d'appréhender la manière dont le territoire fonctionne. Et au cas où vous aurez ce document après, je vous enverrai un petit PDF avec tout ça. Ensuite, il y a la notion de la participation citoyenne. Donc, faire participer les habitants à la prise de décision, à la co-construction, à la définition du territoire, ou la définition des politiques publiques, etc. Pourquoi c'est intéressant ? Pour les élus locaux, en fait, ça permet d'avoir une meilleure connaissance et compréhension du territoire, une meilleure adéquation entre les décisions politiques et les besoins. Ça permet aussi d'avoir une posture plus ouverte et plus coopérative, plus collaborative des élus et des administrateurs. Ça permet des meilleures relations avec les habitants et voilà, ça développe le sentiment d'accomplissement, d'utilité, d'empathie, d'ouverture à la différence, de tolérance dans les contacts humains. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être pas tout lire, mais en gros, l'idée, voilà, pour les élus, ça donne une meilleure vision du territoire. Imaginez chaque citoyen comme un capteur de ce qui se passe au jour le jour sur le territoire, et le fait de se connecter à ça, ça donne une vision très riche. Et par exemple, le porte-à-porte et l'entretien que vous avez fait tout à l'heure est un excellent exemple. Et pour les habitants et habitantes, eh ben, ça donne une meilleure information de ce qui se passe, ça renforce la relation avec les élus et les administrations, et ça donne aussi un sentiment d'appartenance. Une métaphore que j'aime bien prendre, c'est que on aime bien décorer quand on est chez soi. Pourquoi on ne se mettrait pas aussi à décorer à l'extérieur de chez soi? Pour que quand on sort de son appartement, on se rende compte que là aussi on est chez soi, et là aussi ça nous appartient quelque part, et ça permet vraiment de mieux s'épanouir dans le territoire qu'on habite. Il y a par contre des points de vigilance par rapport à la participation citoyenne, c'est déjà de prendre soin du temps et de l'énergie des participants, de ne pas les sursolliciter. C'est-à-dire que quand on va les voir et quand on leur pose des questions, de s'assurer qu'on pose des questions qui sont pertinentes. Quand on leur a posé les questions, de s'assurer qu'ils sachent ce qu'on va faire des réponses, à quoi ça sera utilisé, est-ce qu'ils peuvent décider ou pas, etc. C'est aussi possible de dire non, mais il faut expliquer pourquoi. Si jamais on n'explique pas, si on dit juste non et qu'on n'explique pas pourquoi, il y a une espèce de sentiment d'injustice qui se crée. Tandis que si on est capable d'expliquer les raisons, on va se retrouver avec un allié qui va nous aider à potentiellement à expliquer ça aux autres, et aussi à trouver des solutions pour dépasser les obstacles qu'on rencontre. Et c'est important de bien de bien réfléchir les démarches de participation citoyenne, parce que sinon on peut créer des blessures, on peut créer comme je disais, des sentiments d'injustice, ah bah oui, mais finalement ils ont fait une enquête mais ils n'ont rien fait derrière, ou je ne sais même pas à quoi ça sert.
Donc la clarté du processus, la transparence du processus, le fait d'être responsabilisé sur ce qui se passe. Il y a tout un tas de choses qui sont importantes à prendre en compte pour pouvoir en fait se servir de cet outil correctement. Je vais essayer de parler moins vite. Et pour aider là-dessus, donc il y a la fameuse échelle d'Arnstein, l'échelle de la participation, où on peut également décider à quel point on veut faire participer les habitants, les acteurs locaux. Voilà, donc il y a l'information, la consultation, la collaboration, le partenariat, la délégation de pouvoir et le contrôle citoyen. Avec chacun de ces niveaux, il y a des enjeux différents et il y a des modes de communication, des modes de fonctionnement différents également. Donc c'est juste à bien se poser la question de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on promet quelque part. De ne pas créer de fausses attentes par rapport à ce qu'on demande. Si c'est juste de la consultation, bah, c'est OK aussi. On dit c'est juste de la consultation. On veut avoir votre avis. On n'est pas sûr qu'on va le prendre en compte, mais on en a besoin pour prendre des bonnes décisions. Donc ça, c'est pour l'échelle de la participation. Un petit tour sur Solucratie et qui on est. Donc nous, on est une association donc de facilitateurs territoriaux et comment dire, on est un peu partout en France avec des profils un peu différents. Ce qui nous lie, c'est la facilitation de l'intelligence collective et la participation citoyenne. On a des personnes qui sont un peu partout, hop, je vais faire comme ça, un peu partout en France, que ce soit voilà, en Normandie, dans le Jura, dans le Sud, à Marseille, à Montreuil, à Bordeaux, en Suisse, en Belgique, en Isère, à Paris, enfin voilà. Et on a différents profils également, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus intéressées par l'urbanisme, d'autres sur la transition écologique, d'autres sur la facilitation graphique, les méthodes agiles, l'animation de trucs pour les jeunes enfants, etc. Donc on a plein de profils un peu différents et on fait des projets tous ensemble et on réfléchit un peu aux mêmes thématiques. Mais la mission qu'on se donne, c'est de développer une méthode et des outils en open source pour impulser une dynamique de collaboration sur les territoires qui prend soin du tissu social et qui transforme les besoins des habitants en solutions. Et notre vision, c'est un monde où les citoyens sont confiants dans leur pouvoir d'agir et contribuent collectivement à l'amélioration de leur quotidien. Voilà. Et donc, on veut offrir à tous la possibilité de s'exprimer, de s'impliquer dans une société qui répond à leurs véritables besoins. C'est pour vous dire un peu qui on est en tant que structure et ce qu'on essaie de faire. L'idée, c'est que l'association est chargée de préserver le commun. Donc, on a un wiki avec les outils, avec la méthode, etc., et toutes les questions qu'on se pose, et on essaie de capitaliser toute l'expérience qu'on fait pour que ça soit utile pour les autres, en fait, pour que toutes les erreurs qu'on fait, les autres n'aient pas besoin de les faire et qu'ils puissent s'amuser encore plus que nous quand ils déploient leur projet. Et ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles, de dire « Ah bah tiens, ça c'est possible, on a testé et ça marche », ou « On a testé ça et ça marche pas », par exemple. Par rapport à ce qu'on fait, et là c'est vraiment sur ce temps de formation, on va beaucoup insister sur la posture, les principes, les valeurs qui sont là. L'idée, c'est vraiment de vous fournir des bases pour que vous puissiez décider par vous-même derrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire bah, il faut faire A, puis après il faut faire B, puis après il faut faire C, puis après il faut faire D, mais plutôt de dire voilà la posture, voilà les choses sur lesquelles il faut porter l'attention, et voilà quelques outils, servez-vous. Et en fait, une fois que vous avez tout ça, après, vous pourrez décider par vous-même, en fonction du territoire, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, en fonction de ce que vous rencontrez, des acteurs avec qui vous agissez, vous pourrez décider de ce que vous voulez mettre en place. Et donc, voilà différentes choses qui sont importantes. Déjà, c'est prendre soin. Donc, prendre soin de soi et prendre soin des autres. Quand on crée un projet collectif, ça va très très vite d'être flou sur les attentes des uns et des autres, d'être flou sur la vision, de pas vraiment clarifier les enjeux, etc. Et du coup, ça peut créer des conflits, ça peut créer des tensions. Et c'est important d'avoir des temps où on se pose, on dit où on en est, on dit s'il y a une tension, on regarde s'il y a des, comment dire, des désaccords ou certaines choses, et de vraiment avoir cette attention sur le prendre soin de soi, des autres, et également de prendre soin des habitants qu'on va aller voir, de prendre soin des acteurs locaux qu'on va aller voir, de prendre soin du territoire, de prendre soin des élus,
qui ont un métier qui n'est pas facile et qui doivent voilà, aussi trouver des manières de le gérer avec tout un tas de contraintes. Donc, prendre soin de soi et des autres, c'est important. Il y a cette notion d'apprendre ensemble. Apprendre ensemble, ça veut dire juste que, en fait, on fait des erreurs quand on fait des choses. Des fois, il y a des trucs, on pensait que ça allait se passer comme ça ne se passe pas du tout comme ça. Et l'idée, c'est de pas se juger non plus. C'est une erreur, mais on peut apprendre. Et on peut aussi la mettre au milieu. Si on crée une culture de groupe où, en fait, on doit cacher les erreurs qu'on a faites, on n'apprend rien du tout et on n'est pas dans une dynamique coopérative. Donc, c'est important de se dire, OK, j'ai fait une erreur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, voilà, j'ai mis du mieux que j'avais. Enfin, j'ai mis j'ai fait de mon mieux, finalement, mais il y a eu quand même une erreur quand même. Et l'idée, c'est, je la mets au milieu et on regarde comment on se débrouille pour que ça ne se reproduise plus et comment on peut avancer ensemble et ce que ça nous apprend pour le partager aux autres ensuite. Ensuite, il y a la notion de faciliter et pas de sauver. Peut-être que des fois, vous allez, par exemple, faire un porte-à-porte, poser ces fameuses 4 questions, et il y a quelqu'un qui va vous raconter une histoire. Alors, par exemple, une fois, je suis allé chez une dame, elle était avec son mari, donc c'était 2 personnes âgées, et en fait, la dame me dit: «Ah, j'aimerais bien faire des activités, mais je peux pas, il faut que je surveille mon mari, etc.» Et je lui disais: pourquoi vous pourriez peut-être avoir une aide-soignante ou quelqu'un qui vient vous aider pour surveiller votre mari. Vous dites, non, non, mais je préfère rester avec lui, je préfère m'en occuper et tout. Et le mari disait, non, mais tu peux sortir, tu peux faire des choses. Et en fait, à chaque fois, voilà, son mari la soutenait dans le fait qu'elle sorte. Moi, je lui disais, je lui offrais des options pour qu'elle puisse sortir. Et elle disait, non, non, mais je veux pas, tout ça. Et en fait, en sortant, elle m'a raccompagné dans le couloir. Elle me dit, on vient de sortir de l'hôpital. Mon mari vient de sortir de l'hôpital et ils m'ont dit qu'il avait plus que quelques jours à vivre et j'ai pas envie qu'il meure pendant que je suis pas là. Et donc, en fait, il y avait vraiment cette notion de, quand on fait le porte-à-porte, on tombe aussi sur des situations, sur des gens qui sont dans une certaine détresse et on peut pas les sauver. On peut les connecter à certaines choses, on peut essayer de voir quelles sont leurs envies, on peut essayer de voir vers quoi ils ont envie de se diriger, mais on n'est pas là pour, on n'a pas de cap de super-héros, de trucs comme ça. Et l'idée, c'est juste de faciliter, de dire, vous voulez aller où? Voilà les obstacles. Venez, on réfléchit ensemble à comment on va enlever les obstacles. Et même si c'est facile de se dire, voilà, ça donne, quand on réussit à sauver quelqu'un, ça donne une vision de nous-mêmes qui est cool, on se sent bien, etc. Mais il faut faire attention à ne pas devenir dépendant de ce genre de sensations. Ensuite, il y a donc le partage de l'expérience. Ça, je suis déjà passé dessus avec le apprendre ensemble. Valoriser l'existant. Ça, c'est très important aussi. Quand on se connecte à un territoire, il y a déjà plein de gens qui sont en train de faire plein de choses. Il y a déjà de la vie, il y a des choses qui se passent, il y a des acteurs qui sont en train de mettre en place des événements formidables. Il y a plein de gens qui se donnent beaucoup de mal pour dynamiser leur territoire. C'est important de valoriser ça. On n'arrive pas sur un territoire pour changer le monde, on ne va pas sauver tout le monde. Et l'idée, c'est juste de dire, juste encore une fois, de prendre cette posture de facilitateur et de dire comment on peut faire pour que ce qui existe déjà soit encore plus puissant et soit encore, comment dire, et tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Vous imaginez, vous êtes là pour, enfin, on est là, je sais pas le mieux. En tout cas, la posture que nous, on prend, c'est de créer les conditions pour que ce qui existe déjà puisse s'épanouir pleinement et aller dans le sens de l'intérêt général et du territoire. Prendre le temps. Donc, prendre le temps, ça revient beaucoup au prendre soin de soi et des autres. C'est, des fois, on a besoin de se poser, de discuter, de voir où on en est, de s'arrêter un moment, de ralentir, de regarder autour de soi et ça fait du bien parce que ça permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues. Plus on va vite, en fait, et plus notre vision périphérique se réduit, et plus on ralentit, et plus ça se rouvre. Et donc, quand on s'arrête et qu'on regarde autour de soi, on voit plein de choses qu'on ne voyait pas quand on était la tête dans le guidon. J'ai un collègue qui aimait bien dire qu'on ne peut pas être intelligent quand on a la tête dans le guidon, et c'est assez vrai. Donc voilà, prenez le temps, ralentissez. Ensuite, il y a la notion de diversité, de richesse et de complémentarité. Ça, c'est les bases de l'intelligence collective. C'est de dire qu'on a chacun nos perspectives, on a chacun nos points de vue. Et en fait, le fait de poser tout ça au milieu et d'écouter les gens qui ne pensent pas comme nous, d'écouter les gens qui vivent des choses différentes, c'est ça qui va nous donner une meilleure perspective et qui va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Donc, c'est important d'accueillir tout ça et de vraiment
de l'accueillir vraiment. Et quand je dis de l'accueillir vraiment, c'est des fois, vous allez tomber sur une personne qui va arriver avec des remarques racistes, qui va arriver avec des remarques qui ne vous plaisent pas du tout, qui va vraiment arriver avec quelque chose qui vous choque au plus profond de vous-même. Et ben, c'est de prendre le temps de respirer, de poser des questions, d'être curieux, de dire ok, pourquoi cette personne pense comme ça, comment ça se fait qu'elle dit ça, quel est son point de vue, qu'est-ce qu'elle voit que je ne vois pas, qu'est-ce que je vois qu'elle ne voit pas, et comment on échange sur le sujet. Et ça, c'est important. Et c'est pas toujours facile. Des fois, il vaut peut-être mieux juste rien dire et puis partir. Mais voilà, si vous y arrivez, c'est encore mieux. Il y a la notion de transparence. La transparence, c'est... alors, nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est quand on fait un porte-à-porte, on prend toutes les données, on les remet au milieu. Quand on fait une carte des acteurs locaux, on prend toutes les données, on les remet au milieu. On nourrit le système avec l'information. Et ça, c'est... comment dire, il y a une forme de confiance derrière dans le fait que plus les gens ont des bonnes informations et plus ils vont prendre des bonnes décisions. Donc plus vous les nourrissez en informations sur ce que vous avez fait, sur les diagnostics que vous avez fait, sur ce que vous êtes en train de faire, et plus eux, à chaque décision qu'ils vont prendre, ils vont pouvoir prendre ça en compte et avancer. Si vous coupez les gens des informations qui pourraient leur permettre de prendre ces décisions, vous créez de la stupidité collective et c'est un peu l'inverse de ce qu'on essaye de faire. Et donc, du coup, nous, on fonctionne avec une méthode en 4 étapes. C'est vraiment 4 principes qui, si on les met dans le bon ordre, et après on peut les attaquer, on peut attaquer à partir du 2, du 3, en fonction de où vous en êtes dans votre projet. Mais l'intention, c'est vraiment de pouvoir se mettre au service du territoire et de pouvoir l'aider à s'épanouir et de créer les conditions nécessaires à l'émergence de l'intelligence collective. Donc la première chose, c'est déjà de se connecter au territoire. Donc de comprendre, respecter et nourrir l'existant, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a des choses qui se passent, il y a déjà le territoire qui est en train de vivre, donc c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'y connecter, on va pouvoir avoir une vision de tout ça, et s'assurer de vexer personne également. Par exemple, on a fait un projet, alors ça a eu lieu plusieurs fois. Un projet, par exemple, qui était intéressant, c'était à l'UNAS, où on était connecté à déjà une association, et on se disait, en étant connecté à cette association, c'est OK, on a déjà un pied dans le territoire, et puis on n'a pas besoin non plus de trop chercher, etc. Et en fait, quand on a fait le porte-à-porte, on s'est rendu compte que les membres des autres associations étaient vexés, puisqu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'on allait faire, on ne les avait pas contactés, ils avaient l'impression qu'on était en train de déployer quelque chose sans eux. Et du coup, ça a créé déjà une friction par rapport à ça, parce que c'était vexant, en fait, de se dire, attendez, nous, on est déjà en train de faire plein de choses, là, vous arrivez en nous posant des questions comme si vous aviez changé le monde et tout, c'est quoi? Pourquoi, en fait, vous ne nous avez pas contacté avant? On aurait pu vous dire plein de trucs, quoi. Et il y avait vraiment cette notion de, on aurait pu vous apporter des choses et vous êtes privé de ça, et en même temps, on a l'impression que vous essayez de faire les choses à notre place. Donc, imaginez comment vous vous sentiriez si c'était votre cas. Donc, l'idée aussi à travers ça, c'est qu'après, on va pouvoir se connecter aux besoins, aux envies des acteurs locaux, des personnes sur place, et voir comment la dynamique qu'on met en place va pouvoir y répondre. Donc, la première couche, c'est d'aller voir le premier pas, c'est d'aller voir les structures actives, la couche active, vraiment les associations, les commerçants, les élus, les institutions. Et après, tous ensemble, on pourra aller voir les habitants et faire à nouveau émerger les besoins et les envies. Donc ça, c'est le deuxième principe, c'est d'être à l'écoute de chacun pour prendre soin des habitants et les inviter à l'action collective. Et l'idée, en fait, c'est aussi de se dire, les gens n'ont pas forcément le temps de participer, de venir à des ateliers, de faire des trucs, etc. Et le fait de au moins mettre beaucoup d'énergie sur le fait d'aller les voir, leur demander c'est quoi vos besoins, de quoi vous avez envie, c'est quoi vos rêves, comment vous aimeriez fonctionner, etc. Au moins, on a déjà fait ça et on pourra le prendre en compte dans tout ce qu'on fait ensuite. Et le fait de faire émerger tout ça, ça permet également aux gens de se sentir écoutés d'une part et en même temps de se positionner par rapport aux besoins communs. C'est-à-dire que si jamais on vous dit il y a un truc qui est voilà, je vous dis qu'il y a un truc qui est extrêmement important pour moi et qu'après vous me partagez les résultats du porte-à-porte et on se rend compte qu'en fait on est 50 dans le village où que c'est un truc qui est important pour 50 personnes, je vais me sentir validé dans mon besoin et ça va me permettre de me dire ah mais collectivement on peut faire quelque chose. Là on a tout seul, je me disais j'y arriverai jamais, mais là on est 50, peut-être que finalement on peut lancer quelque chose ensemble. Et inversement, il y a aussi des gens qui ont l'impression que
la crotte de chien sur le trottoir, c'est le truc le plus important du monde et il faut absolument le régler. Et tous les jours, je vais à la mairie pour leur dire, il faut bien leur expliquer que la crotte de chien, c'est vraiment pas cool. Et là, après le porte-à-porte, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, qu'il y a des choses qui, en me disant, OK, si je priorise les différents besoins de la collectivité, je me dis, celui-là, il faut peut-être le régler avant de passer aux crottes de chien. Vaut mieux mettre des ressources là-dessus dans un premier temps. Donc, tout ce côté écouter les gens, faire émerger les besoins et les envies, c'est important. Et c'est important d'aller voir, j'ai envie de dire tout le monde, d'offrir à tout le monde vraiment la possibilité de s'exprimer. Un autre projet où ça n'a pas été fait, où ça a créé des tensions, c'est une personne qui s'est lancée sur un projet et qui a… En fait, ils étaient 2, je crois, à faire le porte-à-porte. Et donc, ils disaient, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être difficile. Et ils ont fait les gens du village. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était toujours à peu près les mêmes choses qui ressortaient. Donc, ils se sont dit, bon, on va déjà avancer avec ça. On a 3-4 trucs sur lesquels on peut lancer des actions. Ça devrait être pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui n'habitaient pas dans le cœur du village, donc en périphérie, dans des maisons individuelles, des agriculteurs, etc., se sont vexés parce qu'ils ont dit, mais pourquoi vous nous avez pas demandé, nous, nos besoins, nous, ce qu'on veut faire et tout, vous êtes en train de lancer des trucs, là, nous, on n'a pas eu notre mot à dire et tout ça, et ils se sentaient mis à l'écart. Donc, c'est important aussi de ne pas mettre les gens à l'écart quand on fait, quand on lance des choses, de s'assurer qu'on utilise des outils de communication qui sont inclusifs, etc., et qui aient vraiment l'opportunité de pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Le troisième principe, imaginer des solutions et projets collectivement, c'est l'idée de dire, une fois qu'on a collecté toutes ces infos, on prend tout, on met tout au milieu et on réfléchit à, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout bête. C'est tout bête. C'est important aussi de mettre en place des ateliers, des temps de réflexion qui ne mettent pas trop les gens de côté non plus. Donc, il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on utilise comme format, comment on le fait, à quel moment on le fait. C'est-à-dire que si vous faites un vendredi matin de 6 h du matin à 9 h, vous n'allez pas aller voir la même personne que si vous le faites un samedi après-midi ou un mercredi soir. Et donc, de bien réfléchir à comment on crée cet espace pour qu'un maximum de participants puissent venir. Et pareil, de garder le lien avec les autres en disant, voilà, si vous ne pouvez pas être là, au pire, vous pouvez vous exprimer sur les projets qui ont émergé, ou alors vous pouvez vous tenir au courant là, ou alors on a mis une récap ici, voilà les résultats de l'atelier, enfin de s'assurer que tout le monde peut toujours se connecter à tout ça, même s'ils ne peuvent pas être dispo à un temps. Et ça, on en reparlera après. Et donc, on fait ça. On a des projets qui émergent. Autour de ces projets, on a des gens qui s'y connectent, qui vont dire moi, ça me donne envie de bosser là-dessus. Et après, il faut les accompagner dans le lancement des projets. Donc, on peut les connecter aux acteurs locaux, qui sont généralement dans une démarche active et qui, ce qu'ils font est déjà généralement assez cohérent et pertinent par rapport à la réalité du territoire. Donc, c'est bien de connecter les acteurs. Par exemple, il y a un coup, c'était dans un quartier prioritaire, on a fait un porte-à-porte, on a fait l'atelier, etc. Et dans l'atelier, un des projets, c'était du soutien scolaire pour les jeunes gratuit. Et en fait, on a travaillé avec le groupe et ce qu'ils ont fini par dire en voyant la carte des acteurs locaux, c'est en disant il y a déjà 2 associations qui proposent du soutien scolaire, on va aller les voir, on va aller voir toutes les assos, on va regarder s'il y a des trous dans la raquette et on va aller se mettre au service de ça plutôt que de créer une énième association qui fait exactement la même chose et de créer de la compétition là où on pourrait tous coopérer ensemble. Donc le fait à la fois de connecter aux acteurs locaux, ensuite on va aussi mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qui permettent qu'un groupe fonctionne mieux, que ce soit ne serait-ce que créer une vision ensemble, se mettre d'accord sur un cadre de sécurité psychologique, se mettre d'accord sur vraiment les objectifs qu'on a, les ressources dont on a besoin et toutes ces choses-là, et poser un peu toutes les choses à enjeu avant de se mettre en mouvement tous ensemble. Ça évite des conflits, ça permet d'avancer, etc. Voilà, donc ça, c'est les 4 étapes de la méthode. Et pour donner vie à ces 4 étapes, on a plein d'outils. Alors, il y a des outils, c'est pas nous du tout qui les avons inventés, comme le forum ouvert, la démarche appréciative, ça, c'est pas nous, mais ça reste des trucs très, très efficaces, même beaucoup plus efficaces que ce qu'on aurait pu inventer. Mais tout ça, en fait, tous ces outils-là, ils vont nous permettre, en fonction du territoire, en fonction de où on en est, en fonction de ce qu'on essaie de faire,
eh ben de donner de la puissance à ces quatre étapes. On en a, alors depuis, on en a un petit peu plus, ça rentrait plus dans une roue comme ça, mais ça, on pourra garder pour le deuxième atelier, on rentrera vraiment dans le détail. Enfin, on va en parler un petit peu là, mais pour comment dire, le déploiement pur et dur de chaque outil, on pourra vraiment creuser ça plus ensuite. Alors, on a la posture, on a les différents principes, on a les valeurs qu'on veut mettre dedans, etc. Donc, avant de passer à l'opérationnel, il y a quelque chose qui sont quand même bien importantes. Pardon. La première chose, c'est déjà comment bien choisir ces outils. C'est de bien réfléchir, comme je disais tout à l'heure, à qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quelle est la réalité du territoire, et de trouver les outils qui vont avec. Alors, on n'a pas non plus le monopole sur les outils pertinents et utiles et efficaces, hein. Il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver sur plein de bases de données un peu partout. Et si jamais vous regardez sur le wiki et que vous ne trouvez pas des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous faire signe. On en collecte dans tous les sens. Donc, il y a toujours quelqu'un, soit pour vous aiguiller vers un outil qui pourrait être plus pertinent, soit même des fois, on peut organiser aussi des co-développements pour réfléchir en disant, OK, quel outil on peut créer avec tout ce qu'on sait, quel outil on peut créer pour vraiment arriver à quelque chose de bien. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de savoir comment on communique. C'est très important de mettre en place un plan de communication qui est adapté et qui permette que l'information circule. Parce qu'il y a différentes typologies de population, suivant les endroits où vous êtes. Donc voilà, j'ai mis réseaux sociaux, affiches, crieurs de rue. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser le numérique? Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas français? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire? Est-ce qu'il y a que des gens qui travaillent la nuit? Est-ce que vous avez... je ne sais pas, est-ce que c'est des maisons individuelles qui sont très très éloignées les unes des autres? Est-ce que c'est plutôt un petit bourg avec tout le monde les uns sur les autres, etc. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir les différents outils qui sont pertinents. Et il faut aussi regarder qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce que les gens utilisent, comment ils se tiennent au courant. Et ça peut aider, en même temps que vous allez déployer votre projet, à complémenter la stratégie de communication de la collectivité en amenant différents outils qui pourront rester derrière. Donc d'inscrire le projet dans quelque chose de plus long et qui est vraiment au service du travail des élus et de la collectivité. Gérer ses contacts, ça c'est important. Alors il y a plein de projets où on s'est fait un peu avoir, où on dit j'ai rencontré telle personne, on a fait telle enquête auprès des acteurs locaux, on a tel truc, il y a telle personne qui nous a parlé, qui fait partie de tel machin, etc. Et à la fin on se retrouve avec 12 fichiers, avec des contacts, des mails, des trucs comme ça à droite à gauche. Et ça, maintenant, c'est fini. Alors, en plus, parce qu'il y a le RGPD, donc si c'est des contacts de particuliers, il faut bien faire attention à comment on les traite, comment on les gère, etc. Et c'est beaucoup mieux d'avoir un fichier Excel où vous mettez tout à jour, vous mettez les trucs, vous mettez le statut où ça en est, etc. Et c'est presque comme gérer un fichier client un petit peu. Mais ça permet aussi de prendre soin des gens et de ne pas les sursolliciter non plus. C'est-à-dire que si une personne a déjà été contactée par quelqu'un, qu'elle ne soit pas contactée 25 fois par d'autres personnes ou qu'elle dise mais oui, je suis au courant, j'ai discuté avec votre collègue, on a eu un entretien de 2 heures, un truc comme ça. C'est important de le savoir et c'est important d'avoir un endroit centralisé pour gérer tout ça. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir un document unique pour gérer les contacts et pour s'assurer que à la fois, on n'en perd pas et qu'on s'assure qu'il soit, par rapport aux protections des données, que ça ne parte pas dans tous les sens. Identifier les parties prenantes. Là aussi, il y a des acteurs en fait qui seront plus ou moins actifs sur le territoire. Il y a des acteurs qui seront plus ou moins en conflit avec la collectivité, qui pourraient potentiellement, comment dire, être en conflit avec vous, indirectement ou directement. Et c'est important de bien identifier tout le monde et pareil, de mettre personne de côté. Quand il y a quelqu'un qui est en conflit avec ce qu'on fait, généralement, c'est qu'il a une vision du projet où il a peut-être des points de vigilance à apporter sur le projet qui seraient extrêmement utiles. Peut-être que lui, il se dit « Ah non, mais attendez, si vous faites ça comme ça, il va y avoir un problème, donc je suis contre ça. » Et puis si on ne l'écoute pas, en fait, il va se mettre en opposition, parce qu'il aura l'impression qu'il doit protéger ça. Mais si vous l'écoutez et vous dites « Ah oui, effectivement, il faut qu'on modifie le projet, il faut qu'on fasse évoluer ce projet pour prendre en compte votre avis, ou votre objection, ou ce que vous voyez là », ça permettra d'avoir un projet encore plus cohérent, encore plus pertinent, et vous aurez des gens, généralement, qui seront encore plus porteurs
de ce que vous faites. Parce qu'ils y verront un véritable intérêt. Voilà. Une fois qu'on a dit ça. Donc l'idée maintenant, c'est de regarder par rapport au principe numéro 1, donc se connecter au territoire accompagné par une équipe locale. Ce qu'on propose là, c'est de vous faire intervenir vous. Donc l'idée, c'est de dire dans le chat, qu'est-ce que vous identifieriez comme frein ou comme levier pour ce principe-là? Si vous devez vous connecter au territoire et vous faire accompagner par une équipe locale, quels sont d'après vous les freins, les choses qui vous empêcheraient, les obstacles que vous rencontreriez, et quels sont pour vous les leviers, donc les choses qui vous aideraient, qui vous permettraient d'être plus efficace et qui vous permettraient de vous soutenir dans votre action. Et l'idée, c'est de mettre dans le chat donc soit un frein, enfin soit des freins ou des leviers, et à chaque fois de mettre un F et un petit signe égal pour dire si c'est un frein, ou un L et un petit signe égal pour dire si c'est un levier. Donc je vous invite maintenant à peupler le chat. C'est à vous de travailler. Nous avons un manque de disponibilité des habitants et des associatifs pour mener la démarche. Céline qui était très rapide. Un levier, proposer des moments conviviaux au début, apéro ou autre, pour parler du projet. Alors effectivement, oui, un événement de lancement un peu convivial, quelque chose comme ça, c'est excellent, et ça ça crée déjà des bons a priori. Enfin, le manque de participation des personnes. Ah oui, c'est là aussi où la communication est importante, le fait de bien présenter le projet, de présenter à quoi ça sert, comment c'est à leur service, quel intérêt aussi ils ont à participer. Le frein, les habitants en résidence secondaire, bien vu. On a une personne qui a lancé un projet à Saint-Malo pour le porte-à-porte. Ça a été vachement dur sur le Saint-Malo intramuros, parce que c'est beaucoup de trucs en Airbnb, et ils n'arrivaient pas à trouver où habitaient les vraies personnes. Et le porte-à-porte, c'était assez difficile. Un frein, manque de motivation de la part des habitants et de confiance envers les institutions. Effectivement, et ça commence toujours comme ça. Et là, dans ces cas-là, il faut vraiment aller chercher les gens qui sont un petit peu motivés, qui sont actifs dans les associations, etc. Et la confiance envers les institutions, on la récupérera après. Mais aller chercher ceux qui sont déjà actifs et qui n'ont pas perdu espoir, qui ne sont pas assis sur le burn-out, ça permettra après d'avoir une spirale de coopération positive, d'engagement, une spirale d'engagement qui va petit à petit connecter de plus en plus de monde à la démarche. Un levier des personnes relais sur l'ensemble du territoire, c'est exactement ce que je disais. Manque d'assurance des porteurs de projets pour faire de l'aller vers. Alors oui, ça c'est difficile, même des fois, juste le fait de faire un porte-à-porte, de se lever et de dire je vais aller voir les gens, des fois ça fait un peu peur. Moi je suis pas quelqu'un qui va beaucoup, même voir des voisins, etc. Et je sais que des fois oui, c'est difficile de me motiver, mais une fois que j'y suis, en fait, quand je pose les questions, je vois la différence. Il y a des gens qui arrivent et disent « Ah, mais c'est quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et une fois qu'on leur a posé ces 4 questions, en fait, ils sont contents, ils nous sourient, et parce qu'ils ont pensé à ce qui allait bien, et ils se sont projetés vers quelque chose qui serait encore mieux. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, moi, ça me motive, et une fois que c'est lancé, quoi. Passif du projet ayant pu créer des divisions, des a priori, effectivement, là, il y a des grosses... expliciter un maximum de choses, mettre les choses au milieu, même si des fois ça a besoin de s'exprimer avec de l'émotion, de manière un peu violente, etc. Ne pas essayer de le mettre de côté ou s'en cacher, parce que de toute façon, ça va nous revenir dans la tronche à un moment ou à un autre. Se connecter à des événements déjà existants, effectivement. Là, on a prévu une résidence où on va se mettre avec la kermesse de l'école. Donc les kermesses, les trucs comme ça, les baloches, tout ce genre de trucs, c'est cool. Et se mettre dessus, ça permet qu'il y ait déjà des gens et qu'on puisse les attraper. Ils sont déjà en train de faire quelque chose qui est intéressant et qui est cool pour eux. Savoir rebondir après un ou plusieurs rejets, effectivement. Des fois, il y a des gens,
là, je parle juste du porte-à-porte, mais il y a aussi, même dans la carte des acteurs locaux, il y a des gens qui vont juste dire non, j'ai pas envie de vous parler, ou qu'est-ce qui vous plaît, rien, enfin des choses comme ça. Et c'est aussi OK, c'était une opportunité pour eux de s'exprimer. S'ils ont envie de l'utiliser comme ça, c'est aussi OK. Et ils auront quand même les résultats du porte-à-porte. Peut-être qu'ils se diront ah bah j'aurais peut-être dû répondre un peu mieux, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont l'impression que ça sert à rien. Et l'idée c'est de leur prouver le contraire au fur et à mesure du projet, en disant bah voilà, vous n'avez pas voulu connecter à ce moment-là, mais il est encore temps, la porte elle est encore ouverte et vous pouvez quand même continuer. L'entre-soi, pas avoir envie de se mélanger au collectif, effectivement, ça aussi c'est un choix de chacun et chacune. Se rattacher à l'histoire locale commune en levier, bah, tout à fait. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a déjà été bien fait, qu'est-ce que voilà, et de ne pas hésiter à discuter de ça avec les acteurs locaux. Un frein, on ne sait pas comment trouver les personnes qui pourraient être intéressées si elles ne sont pas dans une association, et il y a la question de la communication locale. Ouais. Un truc qui peut être utile dans ces cas-là, c'est d'aller voir les gens et de leur dire bonjour, c'est qui d'après vous la personne la plus investie dans la commune? Ou qui est-ce que vous connaissez de la commune? Et au bout de 10-15 personnes, on aura assez vite une idée des personnes enfin des noms qui reviennent. Et après, aller voir ces personnes-là et connecter en disant bah, qui vous connaissez d'autres qui est actif sur la commune, et ça permet petit à petit de tisser un peu le truc. Opposition entre les personnes du fait d'intérêts divergents. Oui, et c'est là où la posture de facilitateur est intéressante. C'est de trouver l'espace, en fait, où comment ces intérêts peuvent converger pour créer quelque chose de beau. Alors là, c'est un travail de facilitation, voire de médiation, s'il y a vraiment des gros conflits. Donc, c'est un petit peu autre chose. On pourra en parler un peu plus tard. Un levier motivation des personnes, persévérance et positivité face aux obstacles. Bah, effectivement. Et cette énergie, il faut en prendre soin. C'est très, très important de bien prendre soin de toute cette énergie-là, de la chérir. Quand vous avez quelqu'un qui est motivé, quand vous avez quelqu'un qui est engagé sur le projet, bah, il faut lui dire à quel point c'est important pour vous, il faut lui dire à quel point il est utile, il faut lui dire à quel point c'est précieux, etc. Parce que c'est précieux. Et que plus, voilà. Si les gens se sentent valorisés dans ce qu'ils font, ils auront encore plus d'envie et d'intérêt de le faire, finalement. Et voilà, ça fait partie du prendre soin des gens. Alors, du coup, on en a plein, en fait. Alors, attendez, il faut juste que je fasse un petit printemps. Hop. Eh ben, on est bien. Voilà, je suis rassuré sur le fait qu'on aura le temps de tout faire. Alors, manque de disponibilité des personnes pour discuter sur les projets. Effectivement, ça c'est chaud aussi. Est-ce qu'on crée des événements collectifs où on invite tout le monde, où on n'est pas sûr d'avoir tout le monde, etc. Est-ce qu'on pose des choses où ça peut être discuté en asynchrone, en disant ben, voilà, que les informations circulent et que les gens puissent donner leur avis quand ils ont le temps, au moment où c'est juste pour eux, etc. Est-ce qu'on multiplie les espaces et tout? Et donc ça, c'est de faire attention à... le mieux, c'est d'avoir un espace commun où l'information est là, où s'il y a des comptes rendus de réunion, tout le monde sait où ils sont et comment y accéder. Et que les gens qui veulent se connecter après puissent donc trouver une dynamique pour que c'est toujours cette dynamique de transparence, de dire ah ben en fait j'ai pas assisté aux 2 dernières réunions, mais j'ai quand même envie d'y aller, j'ai quand même envie de me motiver pour la 3e ou un truc comme ça. Et ben je peux récupérer les infos à ce moment-là. Et aussi de faire attention à l'inclusion. Quand vous fonctionnez en groupe, vous avancez sur un sujet, il y a un décalage qui se crée avec le reste du monde, un décalage informationnel. Vous êtes au courant de choses que les autres ne connaissent pas. Un bon compte-rendu, une bonne inclusion de nouvelles personnes, leur expliquer, dire ah bah oui, bah, en fait, on en était là, on a fait ça avant, voilà l'intention, voilà tous les trucs là. Ça permettra qu'ils ne se sentent pas perdus et qu'ils se sentent accueillis. Et se sentir accueillis et inclus, ça fait toujours du bien aussi. Réussir à se faire entendre, les personnes peuvent être réfractaires à l'échange. Effectivement. Voilà, bon, ça c'est ma posture perso, mais moi, des fois, j'aurais envie de pas trop insister, de dire, ok, bon, bah, si cette personne ne veut pas échanger plus que ça ou quoi que ce soit, de dire, ben, de bien lui faire comprendre que la porte continue à être ouverte et de lui dire, si jamais vous changez d'avis, on est là. Et de ne pas insister non plus, parce que peut-être qu'elle, dans sa tête, elle est en train elle a besoin de gérer autre chose.
Typiquement, la dame dont je parlais tout à l'heure, avec son mari qui était pas loin de mourir, je n'allais pas lui parler d'ateliers participatifs, de tout ce qui pouvait se passer pour le quartier. Elle était dans un autre espace dans sa tête, et c'est important de prendre soin de ça aussi, quoi. Peur de faire sortir des conflits larvés à l'occasion du porte-à-porte quand on est extérieur et qu'on n'a pas l'historique. Mais oui, mais on prend tout, on met tout au milieu, et puis on verra ce qui se passe. En fait, je rigole, mais oui, pour moi, c'est un peu ça. C'est le fait de dire, de toute façon, si on laisse ces conflits larvés, ils vont continuer à agir sur tout ce qu'on fait. Et ils vont continuer à influencer tout ce qu'on fait. Donc les gens, ils vont se mettre dans une posture de protection, ils vont dire, il y a ce truc-là qui, de mon avis, est important pour le collectif, il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui m'entend, et du coup, j'arrête de le dire, mais je vais commencer à faire plein de choses pour saboter tout ce qui se passe. Et il vaut mieux prendre la personne et dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, je comprends que vous êtes énervé, OK, alors dites-moi pourquoi vous êtes énervé, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous entends, je vous écoute. Posez ça là, on l'écrit, OK, je le mets là, tout le monde le verra, tout le monde saura que vous pensez ça, que vous avez dit ça, vous inquiétez pas, et on va voir comment on peut en prendre soin. Et à partir de là, après, on peut commencer à discuter, à renouer et tout. C'est pas toujours possible. Des fois, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps que ça. Des fois, il y a des conflits entre personnes où c'est juste plus possible de communiquer et d'interagir. Dans ces cas-là, il faut trouver des manières de naviguer autour. Mais le mettre au milieu, c'est déjà un grand pas, quoi. C'est déjà un bon truc où potentiellement ça permet de. Voilà. Quand on est énervé et qu'on se sent écouté et entendu, on est déjà tout de suite moins énervé derrière. Un levier, collaborer et monter des activités en lien avec la culture locale et le monde rural par le biais des habitants. Eh bien oui, tout à fait. Ça revient aux événements, aux kermesses, aux choses comme ça. Les témoignages, il y a Fred à Pôle emploi qui aime beaucoup faire des mémothèques. Donc, quel est votre meilleur souvenir sur la commune, etc. Et donc, il pose tous les souvenirs sur un fil avec des pinces à linge, des choses comme ça. Et donc, le fait de mettre en avant la mémoire, d'où on vient, etc., c'est extrêmement valorisant aussi pour les gens. La culture locale du faire pour et moins du faire avec, qui entraîne une forme de résignation, c'est vrai. Généralement, c'est ce côté consommateur, en fait. C'est dire, j'ai payé mes impôts, j'ai voté, moi j'ai fait mon truc, et puis du coup, je ne vais pas me lancer. Et puis de l'autre côté, il y a le fait de dire, d'être en mode sauveur et pas facilitateur. Et du coup, de se dire, oui, on va faire pour eux, mais c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ou c'est parce que c'est compliqué, ou c'est parce que machin, ou moi j'ai une idée, et puis il y a tout le monde qui va venir avec moi, et puis ça va être trop super, puis en fait la personne elle se retrouve à s'épuiser toute seule, parce que c'était son projet à elle, et pas celui du groupe, et ça marche pas. Et donc le fait de mettre au milieu les besoins, les envies, là où on en est, ça va nous donner des clés sur quoi on peut agir ensemble. Il y a aussi une certaine notion de mise en vulnérabilité, de poser les choses et de dire, OK, en fait, on sait pas faire, c'est compliqué, là on sait pas faire, on a besoin de votre aide, comment on fait? Et de poser ça au milieu, les gens, tout de suite, c'est plus simple de dire, ah, mais faut me demander, moi je sais, il y a telle personne, elle a tel truc dans son garage, moi j'ai ce machin-là, si on prend ces deux trucs ensemble, c'est réglé. Et en fait, ça aussi, c'est valorisant. C'est bien, on a besoin de vous, les amis. On ne sait pas faire tout seul. Levier, être extérieur au village et ne pas être porteur ou associé à d'éventuels conflits, effectivement. Et c'est là où chaque étape, c'est vraiment une mise au service. Si on fait une carte des acteurs locaux, on prend les infos, on les remet au niveau des acteurs locaux et on leur file des infos qui seront utiles pour eux dans leur activité, pour mutualiser, pour trouver des trucs à faire ensemble, etc. Pour les habitants, pareil. À chaque fois, on se met au service d'eux et on n'est pas là pour faire à leur place ou même pour porter des projets. Hein. Finalement, c'est pas à nous de les porter, les projets, c'est à eux. Et du coup, le fait de dire, même s'il y a personne qui le fait avec moi, je vais quand même la faire, cette carte des acteurs locaux. Même s'il y a personne qui se met avec moi, je vais quand même le faire, ce porte-à-porte. Et en fait, que les gens voient qu'on n'est pas méchant et qu'on est sérieux sur ce qu'on a envie de faire, là, au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais, ok, là, c'est peut-être moi qui suis un peu con, je vais aller filer un coup de main, je vais me connecter à ça c'est utile, etc. Et des fois, ça marche pas du tout. Hein. Mais c'est assez rare qu'il y ait personne sur un territoire qui vraiment n'ait pas envie ou n'ait pas au moins un petit peu de motivation. Sinon, après, au pire, il faut aller dans les collèges, lycées, et puis en faire un projet pédagogique avec les profs, ça peut être intéressant aussi.
Levier, événements nouveaux inédits qui permettent de tester de nouvelles pratiques. Tout à fait. Alors, j'ai pas d'exemple qui vient là tout de suite. Mixer les profils dans l'équipe locale pour pas être étiqueté quand on va faire le porte-à-porte. Effectivement, bien montrer, c'est tout le fait de ce qu'on fait dans le porte-à-porte également, c'est qu'on prend les données brutes et on les met en ligne. Donc les gens savent qu'ils seront écoutés de toute façon et que leur parole sera visible. Après, on fait une synthèse, on peut pas être toujours 100% objectif en faisant la synthèse, mais quand on fait le lien vers les données brutes, on dit, voilà, toutes les données qu'on a utilisées pour faire ça sont ici, vous pouvez y avoir accès et vous pouvez voir votre propre parole au sein de ce truc-là. Et donc, ça permet de niveler un peu tout ça, de dire, nous, on agit pour le commun, on n'agit pas pour tel truc ou tel truc, on est là pour rendre service à tout le monde et c'est le territoire et l'intérêt général qui nous intéresse. Et après, avoir les élus avec nous, alors que ce soit les élus ou même des fois certains membres d'associations, c'est sur le briefing pour le porte-à-porte de dire qu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme, il faut une posture de curiosité. Des fois, il y a des gens qui vont quand même être dans une posture un peu plus prosélyte. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est un risque, mais ouais, j'ai envie de dire c'est un risque calculé. Alors, pardon, ça fait beaucoup. Touc, touc, touc. Alors nous, on en avait trouvé beaucoup moins que vous. Dans les freins, on avait une faible utilisation des outils numériques, pas de lieu convivial, donc s'il n'y a pas de bar, s'il n'y a pas de truc où les gens peuvent se réunir, pas d'école, parce que l'école, c'est toujours un endroit où on croise plein de gens et on peut rencontrer plein de gens. Si le territoire est morcelé, donc si c'est un village avec plein de hameaux dans tous les sens et tout, si voilà, on a une méconnaissance du tissu local, une mauvaise communication sur le projet, ses objectifs, donc on connaît pas les gens et en plus on n'est pas capable d'expliquer ce qu'on vient faire ou comment on veut le faire. Si on ne s'est pas bien mis d'accord avant sur le message qu'on veut faire passer et ce qu'on veut faire, c'est difficile. Perception de compétition avec les associations locales, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Population surchargée, pas de temps. Commune dortoir, c'est un peu lié à ça. Les gens ils vont travailler ailleurs et ils reviennent pour dormir. Donc à quel moment on les attrape et à quel moment on peut faire quelque chose avec eux, là c'est difficile. Et les leviers, un tissu associatif fort, un lien de confiance entre les institutions et les acteurs, des outils de communication adaptés et inclusifs, des lieux collectifs fréquentés, des apéros, la bonne humeur et la convivialité, et un nœud de réseau qui est la personne la plus active d'après vous. Voilà, donc ce principe, comment on sait qu'on a réussi? Tous les acteurs et institutions locaux sont au courant de la démarche, on connaît les besoins, les compétences et les projets des acteurs. On a un groupe soudé de personnes motivées pour participer à l'étape suivante. Et après, dans les outils, ouais, je crois qu'il va falloir on traitera vraiment les outils sur la deuxième session, vu comme vous êtes prolifique en termes de freins et de leviers sur les différents principes. Ensuite, on a, quels sont d'après vous les freins et les leviers pour faire émerger les besoins et les envies? Donc, même principe, F et L. Quels seraient d'après vous les freins et les leviers sur ces différents, sur ce principe-là? Est-ce que tu peux rappeler les On arrive quand différentes même à vous faire possibilités travailler. qu'on a pour faire émerger les besoins et les envies? C'est par le Attends, porte-à-porte? Céline, je t'entends pas parce que Tu m'entends vu qu'il pas? n'y a que moi qui parle, ça fait pas de son, il y a mon son qui s'est éteint. Mmh. Donc, j'entendais rien ce que vous dites. Est-ce que tu peux rappeler quelles sont les modalités qui sont possibles pour faire émerger les besoins et les envies? Il y a le porte-à-porte, mais il y a aussi d'autres choses, peut-être, pour qu'on se mette dedans? Ouais, alors effectivement, il y a le porte-à-porte, le fait d'aller voir les gens, on utilise un accroche-porte. Alors, il n'y a plus le truc comme ça, mais normalement, ça se met sur la porte. Et en fait, on met ça sur toutes les portes, et après, on vient les récupérer, et ceux qui n'ont pas rempli l'accroche-porte, on leur pose des questions en live. Donc ça, c'est une chose. On a fait aussi des enquêtes aux arrêts de bus pour les jeunes, c'est-à-dire que pour les lycéens, les collégiens, etc., si on va frapper aux portes, généralement c'est leurs parents qui vont répondre, puis ils n'ont peut-être pas envie de dire les mêmes choses si on les interviewe aux arrêts de bus que si on les interviewe avec leurs parents derrière. Il y a peut-être des ateliers dans les écoles primaires, des choses comme ça.
Il y a aussi beaucoup de temps, alors ça c'est plus Fred qui est à fond là-dessus, mais sur genre les porteurs de parole, le fait de se poser dans un espace public d'engager la conversation avec plein de gens, enfin il y a tous ces trucs-là, quoi. Voilà. Donc à votre avis. Et les associations. Et les associations, effectivement. Et du coup, les assos, c'est plutôt sur rendez-vous avec un entretien avec les dirigeants associatifs pour demander ce qu'ils en pensent, quels sont les besoins. Voilà, ouais. Ça c'est plus, c'est au niveau au moment de la connexion sur le territoire, où c'est là où ça va nous permettre justement de créer l'équipe locale pour faire le porte-à-porte. Et on leur demande, voilà, vous, c'est quoi, quelles sont les ressources que vous avez, quels sont les besoins que vous rencontrez, quelles sont les choses qui vous permettraient d'accomplir votre mission plus facilement, des choses comme ça. Donc on a Romain qui nous propose un levier, être dans le flux, aller dans l'espace public. Et ce que je viens de citer, ouais, porteur de parole, etc. Donc effectivement, ça c'est identifier là où sont les gens. Alors sur les communes dortoirs, c'est chaud, parce que généralement les gens ils sont dans leur voiture et ils sont sur le pas de leur porte. Donc il y a toujours des trucs à trouver à ce niveau-là, quoi. C'est là où la sortie des écoles, ça peut être super utile. Trouver le supermarché du coin, potentiellement, l'endroit où ils vont faire leurs courses et tout, les endroits où ils vont se promener, ou les événements. Donc, comme je disais, enfin comme vous disiez, parce que finalement c'est pas moi qui l'ai dit, les différents événements déjà existants qui vont permettre de rencontrer les personnes du coin. Est-ce que vous voyez des freins à ça? C'est plus difficile celui-là. Hein. Frein, le manque de disponibilité, effectivement. Alors, un truc qui est important, c'est que le porte-à-porte, on a tendance à se dire, il y a deux choses déjà qui sont... c'est deux freins qu'on se met nous-mêmes, généralement. Il y a le fait de se dire, oui, mais ça va prendre trop de temps. Aller voir tout le monde et tout, on n'a pas le temps, ça va prendre trop de temps, on va prendre un échantillon représentatif. Donc quand on fait ça, tous les gens qui n'ont pas répondu, ils ne vont pas se sentir inclus dans la démarche. Et en fait, ça ne prend pas trop de temps. En moyenne, alors on n'a pas tout le monde qui va répondre. Il y a des gens qui vont juste pas avoir envie de répondre, ils vont voir la coche-porte, ils vont le lire, ils vont juste pas le remplir. Et le jour où on passera les récupérer, ils ne seront pas là. Et ça, c'est OK. Après, ils peuvent le poser à la mairie s'ils ont envie. Enfin, il y a plusieurs manières de récupérer le truc. Et donc, du coup, on se retrouve qu'avec 40%, par exemple, du nombre de foyers qui va répondre. C'est déjà pas mal. Hein, avec les accroche-portes, il y en a 10 qui l'ont rempli 10% qui l'ont rempli quand on passe. Et après, il y a 30% qui vont répondre quand on va leur poser les questions. Et donc, ça fait qu'il y a quand même 50% qui vont pas répondre. Donc, ça ne prend pas tant de temps que ça. Pour donner une idée, donc sur un quartier prioritaire avec que des immeubles, où là c'est beaucoup plus facile, et c'était 425 foyers, ça a mis 21 heures en tout, donc déposer les accroche-portes, faire le porte-à-porte, les récupérer, etc. Sur un village de 385 foyers, où là c'est plus maison individuelle, aucun immeuble, c'était 35 heures en tout. Donc ça veut dire si vous avez 10 personnes, sur un après-midi, en 3h30, c'est fait. Donc ça donne un peu une idée du truc. Et la deuxième chose, c'est de se dire, oui, mais si on pose des questions ouvertes, les résultats, ça va être super chiant à traiter. Ça se fait relativement rapidement. En 4-5 heures, on peut gérer le truc. Et maintenant, vous avez ChatGPT qui peut aussi vous aider là-dedans. C'est-à-dire que si vous collez les réponses dedans, ça peut vous catégoriser. Enfin, ça peut déjà faire des choses à ce niveau-là. C'est pas parfait parce que ça va pas vraiment donner une idée du nombre de réponses pour chaque truc, mais c'est déjà pas mal. Un frein à la désillusion des gens et le discours qui consiste à dire de toute façon, ça sert à rien, on ne m'écoute pas. Effectivement. Alors ça, j'en rencontre plein. Généralement, moi, ce que je dis, c'est moi, je suis là, je vous écoute. Et donc, si vous voulez me le dire, et je le note, regardez, je le note là, et après, je vais le mettre en ligne, et il va y avoir la synthèse. Et après, si vous voulez vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire derrière, on va faire des ateliers pour réfléchir ensemble. Donc, mais c'est aussi des gens qui vont...
Ils sont blessés, hein. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont essayé de faire un truc à un moment ou un autre, ils sont tombés face à une limite, que ça soit une limite administrative, que ce soit une personne, qui leur a pas plu, que ce soit des trucs comme ça et ils ont intériorisé cette limite. C'est-à-dire que la limite, elle a peut-être disparu à l'extérieur, mais elle est encore dans leur tête et du coup, c'est comment faire pour dépasser ça? Il faut leur montrer que regardez, en fait, moi, quand je fais quelque chose et tout, j'écoute les gens quand même et on fait quand même quelque chose et à un moment, ils vont se dire: OK, bon, là, je vois ce qui se passe et ça vaut le coup quand même que j'essaye à nouveau. Par contre, il ne faut pas les blesser 2 fois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre soin des gens, de la relation, et cetera. Ça, c'est important. Et si jamais, en fait, vous vous rendez compte que, il y a un truc qui ne marche pas, de leur dire: «Eh beh, là, ça n'a pas marché, désolé, notre intention, c'était de faire ça et là, ça n'a pas fonctionné». C'est possible aussi. Il y a toujours cette notion de l'erreur, et cetera. Mais de pas juste les laisser dans le vide ou d'avoir peur de leur dire: «Excusez-moi, on s'est trompé». Ça marche aussi. Si vous faites juste des excuses, ça permet de ne pas recréer cette blessure. Ou de dire non et de dire pourquoi on dit non, enfin, tout ça. Parfois, les citoyens ne savent pas de quoi ils ont besoin explicitement, mais dès qu'il s'agit de connaître leurs problèmes, la parole se libère peut-être plus facilement sans devenir le bureau des plaintes. Les besoins peuvent être implicites. Effectivement, c'est un levier. Et des fois, ouais, quand on fait le porte-à-porte, alors moi, j'avoue que je suis pas très doué pour faire ça, mais j'ai fait du porte-à-porte avec plein de gens qui arrivent à avoir des conversations, des vraies conversations. Il y avait une dame avec qui on a fait un porte-à-porte où finalement, elle s'est assise pendant presque une demi-heure avec une personne qui avait besoin de parler. Elle a pris le temps de l'écouter, elle a pris le temps de lui poser des questions, elle a pris le temps d'essayer de comprendre pourquoi cette personne pensait comme ça, et cetera. Et c'est OK aussi. Des fois, il y a des gens où vous dites: ouais, alors je sais pas, c'est soit une personne âgée qui est isolée, qui a vu personne depuis longtemps, soit une personne qui a des choses à dire, mais qui a du mal à les exprimer. Enfin, il y a des choses comme ça où des fois, on va s'asseoir avec eux et puis on va prendre le temps et puis voilà. Levier, utiliser des nudges avec, des questions simples. Alors attention à ça, attention à ne pas mettre des mots dans la bouche des gens. C'est-à-dire que enfin, de toute façon, généralement, ils vous le diront. Après, il y a des gens qui sont un peu plus influençables, suivant comment ils vous voient. S'ils vous voient comme une personne d'autorité ou un truc comme ça, peut-être qu'ils vont vous dire oui, oui, pour vous faire plaisir et en fait, ce ne sera pas le cas. Donc de vous assurer que la personne est bien OK avec ce que vous dites ou que enfin voilà, mais plus d'essayer de laisser la personne dire ce qu'elle pense et comment elle le pense et de noter ce qu'elle a dit, plutôt que de l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Je sais que c'est pas facile, j'y arrive pas toujours, mais voilà, il y a ouais, faut faire attention à ce sujet-là. Hem, donc je propose de passer au principe suivant. Ah! Non, on a encore un. Si on a envie de poser des questions, donc ça c'est un frein, si on a envie de poser des questions sur un ou plusieurs projets précis, comment l'intégrer? Hem, alors c'est une question, allez je réponds, mais enfin comment dire? Nous on est parti avec ces 4 questions-là, il y a plein de projets où on en teste, on en rajoute d'autres, on teste des nouveaux trucs. Ces questions-là marchent bien et permettent d'avoir une vision d'ensemble qui est plutôt cool. Après, si par exemple on a un projet de tiers-lieu, de café associatif, de trucs comme ça, et ben c'est intéressant de poser une question, de dire: «On a potentiellement un lieu enfin on a un lieu potentiel ou un projet potentiel» et de demander: «Comment est-ce que ce projet pourrait être au service des besoins que vous avez cités là?» Comment en fait ça arrive presque plus au moment du principe suivant. Comment imaginer ensemble des solutions et des trucs comme ça? C'est parce qu'une fois qu'on a tous ces besoins-là, on a ce projet potentiel et on va pouvoir faire le lien entre les besoins et le projet et le potentiel pour dire: «Ah cool, on a des ressources, on peut utiliser ces ressources pour répondre aux besoins». C'est comme si on disait, on fait d'abord le porte-à-porte, puis après il y a quelqu'un qui dit: «Hey, j'ai 1 000 000 € à vous filer, vous voulez en faire quoi?» On peut utiliser le 1 000 000 € pour répondre aux besoins qui sont remontés dans le porte-à-porte. Et le café associatif, les différents projets, c'est des ressources. Ça peut valoir le coup de demander aussi, aux gens, enfin peut-être de valider le besoin, de dire: «Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à le soutenir? Comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que vous auriez des points de vigilance par rapport à ça?» En disant: «On voudrait faire ça, est-ce que vous voyez des choses sur lesquelles il va falloir qu'on fasse attention?» Des trucs dans ce style. Là, c'est l'idée vraiment d'utiliser leur expertise d'usager de la collectivité. Donc je propose de passer attends, alors, en fait, nous, alors il y a ceux qu'on a trouvés, comment ça se fait que si, c'est ça.
Un territoire trop grand et une équipe trop petite. Donc ça, il faut du temps. C'est arrivé sur des projets on n'ait pas fait le taf correctement pour avoir une équipe locale suffisamment grande. Et du coup, on s'est retrouvé à faire le porte-à-porte nous-mêmes. Et ben dans ces cas-là, c'est de dire, OK, bon, bah, sur les prochaines semaines, les samedis, le soir, etc., on va faire le porte-à-porte. Et généralement, ça se fait. Après, si vous êtes sur une ville de 2 millions d'habitants, là, je vous encouragerais vraiment, vraiment à bien constituer votre équipe locale et à pas vous lancer comme ça à la fleur au fusil. Déjà en mode prosélytisme, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, démarche non comprise par les habitants, on repart du message et de la clarté des trucs. Mauvais temps, alors voilà, porte-à-porte quand il fait très très froid ou porte-à-porte quand il pleut, c'est moins agréable que quand il fait beau. Ça se fait, mais c'est vachement moins agréable. Pensez à prendre des pochettes plastiques, parce que quand vous récupérez les accroche-portes, etc., vous avez du papier, vous avez des trucs comme ça, enfin voilà. Mais ça se fait. Au départ, à plus, c'est encore mieux. Et des leviers, une grande équipe locale motivée, le soutien de la collectivité, ça c'est important aussi. Si vous avez le logo de la collectivité sur votre accroche-porte, tout de suite, ça légitime un petit peu plus ce que vous faites. Après, ça va aussi créer des postures et des réactions en disant « Ouais, mais la dernière fois, la mairie, ils ont fait ça et puis c'était pas bien. » Donc voilà. Mais je pense que, en général, c'est quand même plus bénéfique. Et une posture d'écoute adaptée. Ça, par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est vraiment le côté, je vous pose des questions et je suis curieux sur ce que vous me répondez, je vous écoute. Je suis pas là pour parler moi, je suis là pour comprendre vous et voilà, d'avoir vraiment cette posture de curiosité, de découverte. Et vous verrez qu'on apprend vachement plus quand on ne parle pas. Alors, comment on sait qu'on a réussi? Plus de 30% des foyers ont pu répondre aux questions, on a une vision claire des besoins et des envies des habitants, chacun a eu l'occasion de s'exprimer, ça c'est important, c'est que même s'ils ne l'utilisent pas, ils ont eu l'occasion. Et du coup, vous avez fait tout ce que vous pouviez, et c'est les gens qui ont décidé de ne pas s'exprimer. On a passé un bon moment et rencontré plein de gens, et on a une vision ultra riche du territoire. On connaît toutes les petites routes, tous les petits recoins, tous les trucs, on sait comment les gens vivent chaque truc, tous les coins sympas pour se promener, tout ça. Quand vous repartez, voilà, vous pouvez habiter là, vous êtes à fond. Et les outils pour le faire vivre, donc atelier en école primaire, collège, lycée, les porte-à-porte, formulaire en ligne, questionnaire à Redbus, tous ces trucs-là. Ensuite, nous avons le principe numéro 3, imaginer des solutions et des projets collectivement. La même chose, quels sont les leviers et les freins que vous identifiez sur ce truc-là. Donc, imaginer des solutions et projets collectivement, c'est typiquement un atelier participatif, c'est un atelier où on fait des maquettes tous ensemble, c'est un atelier où on crée une vision pour la commune à 20 ans, et après on fait un plan d'action pour y arriver, c'est des trucs souvenirs du futur, après qu'on ait réussi à, je sais pas, à transitionner toute la ville, des choses comme ça. Donc, un petit F pour les freins, un petit L pour les leviers. J'ai besoin de boire un peu d'eau, parce que je parle trop. Des locaux inadaptés ou existants. Tout à fait. On a eu des trucs, des fois on voulait faire des trucs dehors et puis c'est bien neigé, donc on s'est retrouvé dans une salle des fêtes perdue au fin fond du quartier. Personne savait, enfin c'est pas que les gens savaient même pas qu'elle existait finalement. Il y a des trucs comme ça. Et n'hésitez pas à décorer aussi. En fait, quand vous arrivez dans un espace, à vraiment en prendre possession, à voilà, dire comment on a envie que les gens se sentent quand ils vont rentrer ici, en fait. Comment on les accueille, comment on crée quelque chose où les gens savent qu'ils sont rentrés dans un espace différent, où ils vont vivre quelque chose de différent. Et que rien que ça, en fait, il y a une espèce de... Voilà, que ça pose quelque chose au niveau de comment ils vont se sentir en arrivant. Levier, se greffer à un événement existant qui réunit les habitants. Ouais, tout à fait. Soit poser un stand, soit poser un truc, ou ouais. Voilà, de repartager les résultats des différentes enquêtes.
et de pouvoir réfléchir avec eux en asynchrone. C'est possible aussi de faire voilà, un espace qui a Fred aussi, qui a l'outil de la bullothèque, qui est pas mal, avec où il y a des différentes bulles et les gens s'inscrivent dedans. Soit ils créent une bulle en disant, ben voilà un projet qu'on pourrait faire, soit ils s'inscrivent dedans en disant, ben moi je veux soutenir, je veux porter, je veux contribuer, ou juste j'aime bien, ou des choses comme ça. Un frein, une activité qui corresponde à tous les profils. Alors, est-ce que ce serait possible de préciser au R, alors au micro si possible. Oui, en fait, nous, on avait fait une activité là dans le village où on était et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas trop adapté. Enfin, c'était peut-être plus axé pour les enfants, quoi. Et enfin, ou pour les ados, les jeunes gens. Et enfin, ouais, du coup, ça nous a un peu bloqué, quoi. Parce qu'il y a des fois, les gens se sentaient pas à même de répondre. Yes, merci. Oui. Bah oui, enfin, on va bien réfléchir au public visé. Il y a des trucs où, alors, enfin ouais. Bah, il y a plein de choses comme ça aussi au niveau du calendrier, par exemple, un truc à la con, on peut pas organiser un atelier le premier jour du Ramadan ou des choses comme ça, ou juste regarder les calendriers des vacances scolaires, des trucs dans ce style, ça peut être utile aussi. Et il y a aussi des fois, il y a des gens qui nous disent dans certains ateliers, mais j'ai l'impression qu'on est dans une cour d'école ou qu'on est dans un truc pour les gamins, ou ils ont l'impression d'être infantilisés. Et généralement, là, on pose ça au milieu. Un coup, moi, j'avais juste demandé aux gens de lever la main en disant, qui parmi vous se sent infantilisé ou se sent pas confortable avec ce qu'on est en train de vous proposer? Puis du coup, ça a permis aux gens qui ne se sentaient pas confortables de lever la main. Puis je leur ai dit, est-ce que c'est OK pour vous d'être encore inconfortable pendant une petite demi-heure jusqu'à ce qu'on vous prouve qu'en fait, c'était super. Et ça permet de dépasser ça, quoi. Juste de dire aux gens, c'est vrai que c'est inconfortable, mais vous inquiétez pas, ça va se faire. ça va passer et vous verrez après voilà, où on essaye de vous emmener. Généralement, ça passe. Et donc, ça revient après avec le frein, la culture de la participation et les pratiques qui peuvent sembler étranges. Effectivement, on n'est pas des gamins, on n'est pas là pour faire des découpages, il y a plein de choses comme ça qui peuvent remonter. Des fois, il y a des personnes aussi qui sont extrêmement négatives, et ça vaut le coup, si vous êtes assez à animer l'événement, de prendre une personne, l'emmener un peu de côté, et de discuter avec elle, et de juste dire, OK, vous n'allez pas faire l'activité, c'est comme avec les enfants en fait, hein. Mais de faire comme vous n'allez pas faire l'activité, mais on va discuter un petit peu, et puis finalement, voilà ce qu'on essaie de faire, et de faire ressortir, que la personne puisse contribuer sans passer par le processus qu'on a prévu. Et ça, il faut être assez pour pouvoir le faire. Budget pour l'aménagement ou les activités, oui. Après, on n'est pas forcément obligé d'avoir beaucoup de budget. Si la collectivité ne prête pas la salle, effectivement, on peut se retrouver sans lieu, donc là, c'est un petit peu plus difficile. Sinon, à coup de post-it, de stylo-billes, de trucs comme ça, ça peut se faire sans trop de soucis. On peut faire un repas partagé ou des choses dans le style derrière, où chacun va amener un plat ou un truc. Il y a toujours, sur des ateliers comme ça, généralement, on peut s'en tirer avec un budget assez faible. Ou aller chercher du sponsoring ou des trucs dans le style. Frein activité et planning des associations et collectivités qui ne sont pas planifiées et changent jour le jour. Et effectivement, les conflits au niveau des calendriers, c'est toujours difficile. Et j'ai pas, à part rendre visible voilà, l'affichage, des trucs comme ça, en disant c'est à ce moment-là, et nous, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on sera là à tel moment, à tel endroit, et voir si ça passe. Mais effectivement, si on n'arrive pas à accompagner la collectivité sur le fait de recadrer un peu ça, ça peut être difficile. Impliquer, donc un levier, impliquer les habitants dans la création d'ateliers, sorties thématiques en lien avec leurs intérêts. Ouais, des balades, des trucs comme ça, des choses, ouais, quand on revient sur qu'est-ce qui vous plaît, peut-être que tout le qu'est-ce qui vous plaît, on peut l'utiliser comme thème pour l'atelier, on peut l'utiliser comme histoire qu'on va raconter autour du processus qu'on va leur faire vivre. Levier, c'est d'aller chercher les compétences de facilitation, habitants ou habitantes, partenaires Solucratie, mais bien sûr, animatrice éduc populaire. Ouais, on a une carto des facilitateurs en intelligence collective, donc
sur la carto, il y en a un peu plus de 500 qui se sont recensés. Et donc, vous pouvez, normalement, à moins de, allez, on va dire 50 km de chez vous, il y en a un qui traîne. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à les contacter, ils pourront vous accompagner sur la création d'ateliers ou l'animation d'ateliers. Faire plusieurs tables pour que chacun puisse s'exprimer dans des petits groupes, avoir du matériel papier stylo pour garder les infos. Effectivement, ça permet aussi de gagner du temps. Et comment dire, enfin, alors soit de faire travailler plusieurs sujets en même temps, soit aussi de s'assurer que, ouais, que chacun puisse s'exprimer. Ok, je propose de passer au principe suivant. Non, déjà de juste mettre ce qu'on avait mis. Donc, démarche non comprise, synthèse des besoins non partagés. Bah, là, l'idée, c'est quand même de dire qu'on se base un peu sur le diagnostic et sur ce qu'on avait amené, sur les besoins, etc., pour nourrir les gens, pour que leur réflexion soit pertinente. Ce qu'on aime bien aussi faire maintenant, c'est des trucs genre stress pour le climat, des choses pour que les gens soient conscients des enjeux globaux. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des décisions et de faire du design de projet qui parfois peut être déconnecté de la réalité globale, et ben d'avoir une notion du niveau systémique de tout ça, de comment la collectivité est connectée à un territoire plus large. Et du coup, ça permet d'avoir des projets encore plus pertinents et qui font vraiment beaucoup de sens. Pas de salle des fêtes proches. Donc ça, c'était les freins. Levier, atelier adapté aux bons horaires, des personnes ressources adaptées. Si jamais, des fois, vous avez peut-être besoin d'avoir un architecte, un urbaniste, enfin, pardon, je ne parle pas en écriture inclusive. mais le cœur y est. Du coup, ouais, d'avoir une démarche claire et ouverte en dehors des ateliers aussi, et une base de contacts locaux solide. Il y a des trucs, enfin, il y a un atelier pareil qu'on a fait où on faisait des entretiens appréciatifs sur racontez-moi un moment que vous avez vécu dans le quartier où vous êtes senti à votre place, où vous étiez fier et un autre truc, enfin content, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont sorti des moments où ils avaient été invités par une personne qui faisait partie de l'atelier. Donc en fait, quand ils ont raconté chacun leurs histoires, la personne qui était là s'est pris un gros shoot de gratitude en disant bah, le meilleur moment que j'ai vécu sur le quartier, c'était grâce à elle. Et donc, ça crée des moments super sympas. Donc avoir une base de contacts locaux solides qui vont inviter des gens, qui vont créer le lien, etc., c'est important. Et comment on sait qu'on a réussi? On a au moins 2 projets sélectionnés et des gens motivés pour les porter. Ça, c'est important aussi sur le côté... alors, des fois, on va faire un atelier, on va avoir 50 000 projets qui vont sortir, on va en avoir dans tous les sens. Et à chaque fois, on a une seule personne qui va se mettre sur chaque projet. Il faut essayer d'éviter ça dans la mesure du possible et de prioriser. Donc, de dire, voilà, on n'aura pas l'énergie ou le temps pour tout faire. Du coup, on va prendre les 2 qui semblent les 2, 3, 4, 5, en fonction du nombre de participants, qui vous semblent les plus importants de faire en premier et de focaliser là-dessus. Comme ça, après, vous aurez des groupes projets qui seront plus grands et il y aura plus d'énergie dedans, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Donc, de bien pouvoir les répartir. Principe numéro 4, impulser le lancement des projets. D'après vous, quels sont les freins et les leviers quand on essaye d'impulser le lancement des projets? Par exemple, je ne sais pas comment on organise un apéro. Alors, un levier, par Romain, s'appuyer sur le tissu associatif existant, un collectif d'habitants. Effectivement. Moi, je vois vraiment ça, en fait, comme une quantité d'énergie. Il y a de l'énergie, chaque humain sur le territoire a une certaine quantité d'énergie, chaque structure a une certaine quantité d'énergie, et on ne peut pas la créer à partir de nulle part, quoi. On ne peut pas l'inventer, on peut pas... Et en fait, quand il y a quelqu'un qui va décider de se lancer dans un projet, c'est de l'énergie qu'il ne dépensera pas sur autre chose. Donc, il faut à la fois que ce projet ait un intérêt pour lui, pour sa structure, etc.
Et donc, il faut prendre soin de ça, il faut s'assurer qu'on ne la gâche pas, il faut s'assurer qu'on mutualise sur différents trucs, etc. Un frein, les personnes ne passent pas à l'action après l'atelier, ne sont pas assez amies pour avoir envie de se retrouver et d'organiser vraiment. Effectivement, il faut trouver le bon... Alors déjà, il ne faut pas mettre le premier rendez-vous trop loin, et il faut trouver la bonne temporalité pour pas... Enfin oui, justement, pour que l'énergie soit encore là, et en début de réunion, de se reconnecter à pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire en fait. Pourquoi on est tous venus là, on a décidé de passer encore 1 heure ici et de se reconnecter à ça. Et de créer aussi ce cadre de sécurité psychologique. De quoi j'ai besoin pour bien fonctionner en groupe? Quel est le résultat que j'ai envie d'accomplir ici, etc. De clarifier un maximum de choses donc nous, on a la charte de coopération sereine qui va bien pour ça, où ça permet de se poser un peu les questions. Il y a aussi le voyage au pays du faire ensemble, où il y a tous les trucs, toutes les questions qu'il faut se poser, enfin pas qu'il faut se poser, mais on va dire tous les ingrédients d'un projet de territoire réussi. Donc tous les trucs où on peut se demander si on a envie de mettre l'attention dessus ou pas. Alors, un frein, s'appuyer pendant l'atelier sur des personnes qui adorent donner des idées, mais qui au final n'ont pas forcément l'énergie de les exécuter. Effectivement, dans l'atelier, ça peut valoir le coup de fonctionner par gommette, par exemple, au moment de la priorisation, de dire une gommette rouge, ça veut dire ça me plaît, mais je ne vais pas y mettre du temps, et une gommette verte, c'est à fond, ça me plaît et j'ai envie de mettre du temps. Alors, levier, bonne volonté et envie de réaliser les projets. Il y a l'énergie. Frein, ne pas faire les projets trop longtemps après les discussions à ce sujet. Tout à fait. Levier, bien expliciter quels besoins répond le projet, les étapes de la mise en œuvre pour embarquer tout le monde d'abord et ne pas démotiver. Tout à fait. Il y a aussi la notion de... c'est pas parce que les gens n'étaient pas dans l'atelier que le projet ne les intéresse pas, qu'ils n'auraient pas envie de s'y connecter. Donc communiquer aussi dessus, être transparent sur ce qui se passe, comment ça se fait, quand est la prochaine réunion et tout ça, et pas hésiter à se dire qu'il y a d'autres gens dans la ville ou dans le village qui auraient envie de s'y connecter. Donc de ne pas abandonner la communication à ce niveau-là. Donner des délais et planifier la majorité du projet, effectivement. Et ça, c'est un truc que même les collectivités, même hors participation citoyenne, il y a pas mal de collectivités qui gagneraient à avoir juste le calendrier du projet quelque part, que ce soit en mairie ou un truc ou en ligne ou je sais pas où, mais que les gens puissent se dire ah ok, ce truc-là, on en est là, on en est à telle étape et tout. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et c'est dommage parce que les gens sont dans le flou et ont tendance à se plaindre assez rapidement quand ça fait des années que ça dure, il y a tel truc, on ne sait même pas où on va, tout ça. Voilà, donc juste être transparent là-dessus, c'est important. Attention à ne pas trop planifier non plus, ça dépend de la taille du groupe projet, ça dépend des trucs. Les gens, il y a un équilibre à trouver pour ne pas enfermer les gens dans quelque chose de trop planifié, de trop structuré, et qui sentent quand même une liberté de créer et d'agir. Enfin, je sais que moi, c'est quelque chose où j'en ai besoin. La peur des personnes de se retrouver engagées dans un projet à réunionite. Il faut des résultats, il faut des petites victoires. Si vous arrivez à choper des petites victoires en disant ok, quel est le premier petit truc où quand on l'aura fait, ça nous aura fait plaisir, etc. Allez attraper ce genre de choses, en fixer quelques-unes en disant ah oui, ok, donc donner au groupe le sentiment d'être efficace à travers 2-3 trucs faciles à gagner. Créer une dynamique de groupe dès les premières minutes, jeu ludique et ouais, tout à fait. Interactif, d'interconnexion, des brise-glaces, des trucs comme ça, vous en avez des tonnes en ligne. Et puis, le fait de mettre une vision commune aussi, ça permet de voir vers quoi on se dirige tous ensemble, donc de donner une direction collective qui est assez cool. Alors, je vois l'heure qui tourne. Du coup, je propose de vous partager ce qu'on avait nous. Donc, les freins, des objectifs flous ou trop ambitieux, donc où là, on met une montagne en face, puis les gens disent on ne va jamais y arriver. Indisponibilité des personnes, où là, il faut peut-être mieux viser la synchrone. Faible cohésion de groupe, donc effectivement, ce que propose Romain est parfaitement adapté, et des leviers, une bonne connaissance des acteurs locaux pour bien les connecter, un réseau global fourni, des projets clairs et bien construits, des groupes projets soudés, des rôles clairs et bien répartis, et des apéros. Et comment on sait qu'on a réussi? Chaque groupe projet a une vision claire de ce qu'il cherche à accomplir, chaque groupe projet est confiant dans ses capacités à atteindre ses objectifs, chaque groupe projet est connecté aux acteurs locaux pertinents.
Voilà. Alors, on est arrivé au bout du truc. Avant de faire ça, ce que je propose, c'est de revenir aux questions de tout à l'heure. Alors, bon, je regrette, hein, ça serait tellement vachement plus cool de se parler, mais... Alors, donc, pour info, s'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, tout à l'heure, au début de la présentation, on demandait aux gens de poser des questions dans le chat. Et est-ce qu'il y a des... On a juste une question de Romain. Est-ce qu'il y a des fiches déroulées pour chaque outil? Alors, oui, on a essayé de... Hop, je vais vous montrer. Alors, c'est pas parfait, il y a encore des choses qu'il faut qu'on développe, enfin des trucs qu'il faut qu'on explique mieux, etc. Mais on a essayé de mettre en place un truc où, en fait, notre intention, même si on n'arrive pas encore, enfin, si on va dire que je ne suis pas pleinement satisfait pour l'instant du résultat, en tout cas moi personnellement. Et l'idée, c'est que chaque personne puisse juste prendre une fiche comme ça et dire, ah, bah, cool, je le mets en place. En l'occurrence, c'est arrivé avec l'atelier en école primaire, où on l'avait partagé, et il y a une personne qui nous a contacté après pour dire, nous, on l'a mis en place, est-ce que je peux faire un retour d'expérience? Et du coup, donc pour ça a marché. On a des documents à chaque fois. Donc là, on a le projet pédagogique, on a le déroulé, on a tous ces trucs-là, et ça, normalement, vous pouvez le reproduire de votre côté sans souci. Après, il y a des trucs qu'on utilise vraiment souvent. Il y a la charte de coopération sereine, ça c'est pareil. Enfin, généralement, il y a ce qu'il faut pour le reproduire. On a essayé de documenter au mieux. Si jamais il vous manque quelque chose ou qu'il n'y a pas ce qu'il faut, dites-nous et on pourra complémenter. Il y a des trucs à chaque fois. Hop, ça va arriver. Voilà. À chaque fois, en fait, il y a l'outil, la description rapide, à quoi ça sert, etc. Les différents trucs. Et à chaque fois qu'on fait un projet, qu'on utilise un outil, on essaie de faire un retour d'expérience. Et donc, dans le retour d'expérience, il y a comment on l'a utilisé, dans quel cas, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on a adapté, tout ça, tout ça. Et du coup, ça permet d'enrichir et ça permet que quand on créera la prochaine version de l'outil, on pourra en faire encore mieux et l'améliorer en fonction des vraies expériences qui ont été faites. Et il y a un bouton « Faire un retour d'expérience ». Donc c'est tout bête, vous mettez le titre de la fiche, l'outil que vous avez utilisé, et puis pouf, vous n'avez plus qu'à remplir tout ça. Et vous mettez bien le nom d'auteur, parce que nous, ça nous permet aussi de valoriser que vous avez fait l'expérience avec et que c'est vous qui avez travaillé, pas nous. Donc voilà, c'est important de... pareil, on essaie de mettre beaucoup d'attention à ce que chaque contribution soit valorisée, que les personnes qui contribuent soient mises en avant. Voilà, du coup, si c'était la seule question qu'il y avait, ce que je propose maintenant, c'est... alors, à la fois, il nous reste 10 minutes. Alors, si, il y a quand même un truc. Hop. Vous mettre dans votre calendrier, là, c'était peut-être un peu frustrant de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir échanger. Le 9 mai, de 14h à 16h, on va passer plus au concret, c'est-à-dire qu'on partira de vos projets et de voir ensemble quels sont les outils qui peuvent être mis, etc. Donc, vraiment, se mettre à votre service pour que vous puissiez être... confiant dans ce que vous allez faire et que ça donne des occasions de mieux comprendre les outils, de mieux comprendre tous les différents trucs. Voilà. Et ce que je propose maintenant, c'est d'ouvrir tous les micros et de mettre dans le chat, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, qu'est-ce que vous retirez de ce temps ensemble? Non, c'est vous qui parlez, moi je ne dis plus rien. Alors, on a la timidité, je crois. Moi, du coup, je suis contente parce que même si je connaissais déjà la méthodologie, j'ai l'impression d'avoir compris bien plus de choses, d'avoir ce déroulé-là, voilà, à l'oral. Donc, merci beaucoup. J'aurais envie d'avoir justement les cas pratiques de chacun, etc. Donc, j'ai hâte de voir ça.
pas s'il y a d'autres réactions. Vivement doutais le que chalet. Pardon. Vas-y, Morgane. Ok. Je me doutais que c'était pas simple de prendre en compte la parole des citoyens, mais là, je me suis encore plus rendu compte que ça prenait beaucoup de temps de préparation en amont et du temps en comptant donc, cette préparation et le recueil des données. Il y a Elodie qui... Moi, je me suis dit en fait c'était faisable parce que en fait c'est toujours la question de recueillir la parole des habitants. J'ai l'impression que c'est un serpent de mer où on se dit c'est toujours très compliqué, que en gros on a peu de levier et que c'est un peu complexe à faire. Moi, je ressors de ce temps-là en me disant que c'est faisable et qu'il existe d'une boîte à outils qui est assez facile à mettre en œuvre, qui nécessite du temps et de la préparation, mais qu'en fait on a maintenant des vraies clés pour se dire que c'est un vrai levier qui peut être utilisé dans les villages et mieux utilisé que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, moi, je suis hyper enthousiaste. Il y a plein de trucs à faire, mais je trouve ça, en tout cas, il a une boîte à outils ultra complète de me dire ça pourrait lever des freins ou en tout cas Enfin, je sais que pour moi, par exemple, c'est pas simple. On parlait du porte-à-porte tout à l'heure. Pour moi, c'est un truc, je trouve ça hyper compliqué, mais je trouve qu'avec les outils potentiellement amenés, ça permet en tout cas dans l'espace de réflexion, de passer outre ça. Voilà. Parce qu'on y voit le sens derrière et qu'il y a plein de petites méthodes qui permettent de faire en sorte que ça puisse se mettre en œuvre. Et du coup, peut-être pour rajouter un truc là-dessus, oui, j'ai pas assez parlé. C'est que ce qui est fait peut être composté, c'est-à-dire que ce que vous faites, ça peut être utile pour la collectivité, pour toutes les autres dynamiques de participation derrière. Donc de penser les choses en fait dans une dynamique globale et pas que juste sur un projet ponctuel. De voir comment cette carte des acteurs locaux, peut-être qu'elle peut être mise au milieu et entretenue par tout le monde, peut-être que ça peut servir aux gens qui font la liste des associations sur le site d'internet, et il y a des moyens de connecter ça pour que ces efforts-là que vous aurez dépensés seront utiles pour plein d'autres temps derrière. Ouais, c'est ce que j'allais rajouter parce que en fait c'était en lisant le mémoire là, de quelqu'un sur les tiers-lieux. Elle expliquait que c'était en fait que dans certains des lieux, ils n'avaient pas fait de démarche d'aller vers les habitants avant de lancer. Et que du coup, ça leur manquait. Et qu'une fois que c'est trop tard, ça faisait compliqué d'y retourner. Et puis, ça semblait une montagne. Alors qu'en fait, moi, quand je me mets à la place d'un village où je dis, voilà, il y a des volontaires qui viennent pendant 6 mois en service civique pour aussi peut-être aider à impulser ça, ça va prendre peut-être du temps. Mais en fait, une fois qu'on aura vu quand même tout le monde, qu'on aura des documents, des chiffres, des choses comme ça permet quand même de se sentir bien plus légitime dans ce qu'on propose et de poser quand même des choses, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression que ça vaut le coup justement et que c'est plutôt bien, plutôt logique qu'on travaille ensemble là-dessus. Ça me renforce là-dedans. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont des élus ou des volontaires sur des villages, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il reste encore des zones de flou? Enfin, voilà, comment vous le ressentez? Est-ce que vous avez entendu des choses, j'ai dit, mais non, c'est complètement con, c'est faux. Des trucs parce on se trompe aussi, hein. Nous, on a fait plein d'erreurs pour sortir tout ça, et ça se trouve, il y a encore des erreurs dedans, et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas pris en compte, ou des trucs comme ça, donc n'hésitez pas aussi à partager ça. Moi, c'est pas du tout. Pour moi, il n'y a pas eu de conneries qui ont été dites. Non, c'était instructif. Après, de toute façon, ça permet aussi de se le dire et de désacraliser un peu
comment dire, le projet, l'implication des habitants, se dire voilà, il y a une méthodologie, des outils pour accompagner. Après, on a bien conscience que c'est pas l'alpha et l'oméga et que dans tous les cas, il y a des projets peut-être, même en utilisant cette méthodologie, qui n'aboutiront pas et ça n'est pas grave du tout. Peut-être que dans un autre contexte, ça fonctionnera. Il y a cette dimension aussi que je voulais transmettre et je pense qui est importante. Il ne faut pas s'arrêter, disons, à un premier échec, entre guillemets. Mais après, ça donne effectivement plein d'outils et on ressort avec une mallette voilà, assez conséquente pour mener à bien des projets. Il y a des réponses dans le chat aussi? Je les ai mis sur une slide, la slide de la question d'ailleurs, pour savoir vos réponses. Ouais, donc très instructif pour l'élu que je suis. Et c'est Claude Coste-Charey qui indique que c'est bien, que c'est très important d'associer les élus aux réflexions, de ne pas partir avec juste une association là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point clé. Alizé, c'était condensé mais très intéressant car les freins et leviers concernant la prise de parole des habitants sont plutôt courants et similaires. Il y a plein de tips et de méthodes pour y remédier, insuffler une bonne dynamique. Léo dit merci pour ce moment. Nous partons avec une bonne base pour commencer notre mission. Monsieur Harel, qui est maire de sa commune en Normandie, nous dit: je suis tout à fait d'accord avec cette démarche de porte à porte. Ça nous permettra de mieux connaître nos habitants. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant et nécessaire. Je ne sais pas, Madame Loué, si ça vous fait des échos, parce qu'on avait le projet de faire une collecte sur la parole des jeunes au niveau de Granville-Terre-et-Mer. Non, mais tout à fait, hein, c'est très intéressant par rapport aux outils présentés ce matin et ça rentre en plein dans la démarche qu'on va essayer de développer avec les différents jeunes qui vont venir sur le territoire et même au-delà. Donc moi, je suis cordeau du projet de territoire et on interroge, enfin on doit interroger, puis c'est nécessaire d'interroger les besoins, peu importe du public, hein, que ce soit les enfants, les jeunes, les familles. Et ça change un peu des questionnaires en ligne qui sont, voilà, qui sont on peut récupérer de la donnée, hein, mais à mon avis, le contenu n'est pas du tout le même. Donc, c'est vraiment très intéressant. On va le déployer. Là, on travaille autour des jeunes aussi sur leurs loisirs et sur les séjours. Et je pense que ça peut être un bon moment, un bon moyen pour utiliser cet outil-là pour récolter leurs envies. Et cette démarche, nous, c'est vraiment inscrit dans le projet d'aller vers les publics. Donc c'est bien, voilà, mais il faut des outils. Et là, c'est vraiment complet. Donc je vais faire le relais auprès de tous les autres professionnels, que ce soit le centre social de l'Agora de Granville ou même des directeurs ou animateurs de centres de loisirs ou d'associations ou même les élus. Donc non, super intéressant. Vivement la suite. Merci. Merci. Et n'hésitez pas aussi dans l'allée vert c'est-à-dire d'intégrer dans la construction du projet quelqu'un vers qui vous voulez aller, quelqu'un du public vers qui vous voulez aller. Par exemple, si vous faites un truc dans un quartier prioritaire ou quelque chose comme ça, le fait d'avoir une femme du quartier qui réfléchit avec vous à la stratégie que vous voulez mettre en place, elle pourra vous donner des clés, en fait, même pour les enfants, les jeunes, les collégiens, les lycéens, ils pourront vous donner des clés, en fait, sur comment eux, ils vivent leur truc et leur perspective, et dire, bah non, ça va pas fonctionner, il vaut mieux, je sais pas, aller sur TikTok ou faire tel truc. On a déjà un groupe TikTok qui fait ça, vous avez qu'à nous donner votre message, on va l'envoyer. Enfin, des trucs comme ça qui sont... Oui, mais c'est pour ça que j'avais souligné les personnes relais, parce que nous, c'est vrai qu'on est une Comcom, une communauté de communes assez grande quand même, enfin, à taille raisonnable, mais assez grande, et s'appuyer sur les personnes relais ou ressources, que ce soit au niveau des communes ou des associations, c'est primordial. Merci. Et du coup, il est midi, donc je propose de clore ce temps ici. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis, je propose qu'on se retrouve le 9 mai, pour ceux que ça intéresse, et travailler plus sur du concret et mettre les mains dans le cambouis. Et puis, un grand merci à vous de Solucratie d'avoir créé cette formation. C'est la première édition de cette formation en expérimentation avec nous. Et donc, vraiment, merci d'avoir travaillé sur tout ça parce que c'est d'une grande qualité et je pense que ça va beaucoup nous aider. Donc, voilà, on est très content de travailler avec vous là-dessus. C'est un plaisir de partager. Bonne journée. Bonne journée et au 9 mai, du coup. À bientôt. Bonne N'hésitez journée pas à tout nous le monde. remercier. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.